Je sais que le CCIF est une officine qui viole la loi française tous les jours, rien que dans son intitulé. Comité pour lutter contre l'islamophobie. Mais attendez, l'islamophobie est une liberté publique fondamentale. Il y aura un avant et un après Conflans, pour différentes raisons d'ailleurs. Certaines sont déplaisantes d'ailleurs, parce que il s'agit effectivement d'un enseignant, donc la communauté enseignante qui fournit, il faut le dire quand même, les gros bataillons de la complaisance avec l'islamisme, a été directement touchée. Moi, j'ai pas le souvenir d'autant d'émotions lorsqu'il s'agit à Magnanville des deux malheureux policiers égorgés devant leurs enfants, ou ces deux scouts de Gare Saint-Charles à Marseille. Bon, on va pas faire de hiérarchie entre les attentats, mais là, cette fois-ci, effectivement, ça touchait quelque chose de particulier, qui était l'enseignement, la liberté d'expression, et puis il y a également les modalités épouvantables, quoi. C'est une décapitation, c'est pas des coups de couteau en plein cœur, etc. C'est très spectaculaire. En plus, soyons clairs, la photo que l'assassin a prise et a mise sur les réseaux, elle s'est baladée. Beaucoup de gens l'ont vu, donc ça a suscité une formidable émotion. Puis vous savez, vous connaissez le proverbe, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, semble-t-il, c'est ce qui s'est produit. Et ça a permis également de pointer la gangrène au sein de l'éducation nationale. Et cette gangrène dénoncée par un certain nombre d'intervenants, des livres ont été publiés, etc. Et là, on touche du doigt le problème au travers de la tragédie. Donc je pense qu'il y aura un avant et un après. Et puis ce qui le prouve, c'est que quelques jours plus tard, la tension n'est pas redescendue et il se passe quand même un certain nombre de choses. On va peut-être les aborder d'ailleurs. C'est absolument pas la peine de changer le droit, enfin, il faut être sérieux. Mais comme d'habitude, si vous voulez, le masque de l'impuissance administrative et politique, c'est la production normative. Alors, on fait des textes, on dépose des lois. Certains parlementaires sont tout contents quand la loi porte leur nom. Moi, je dis quelque chose de tout simple. Utilisons l'arsenal dont nous disposons. Déjà faisons-le. On va peut-être prendre quelques petits exemples. Ensuite, en fonction de l'intensité de ce qui se produit, il y aura peut-être des adaptations ou quelques évolutions à imaginer. Par exemple, le problème que va poser la remise en liberté justifiée d'un certain nombre de personnes condamnées pour des actes de djihadistes, on va se retrouver avec 200, 300, 400 personnes dans la nature, très compliqué à surveiller. Donc se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Il y avait un texte qui avait été voté et que le Conseil constitutionnel a retoqué, à juste titre d'ailleurs, parce que toutes les mesures privatives de liberté ne peuvent être ordonnées que par un juge. Donc on a une difficulté, on a un problème concernant cet aspect et il va falloir y réfléchir. Mais sinon, si on veut lutter contre le phénomène djihadiste et d'une certaine façon la montée de cet islamisme radical dans lequel ce djihadisme s'enracine, je veux dire, d'abord, il faut une volonté politique. Je suis désolé, elle était absente. Elle était absente, il faut être tout à fait clair. Il y a une complaisance, poussière sous le tapis, etc. Deuxièmement, en utilisant les textes à notre disposition. Si vous voulez, quand j'entends oui, mais il faut faire attention, et je pense qu'il faut faire attention, mais la répression, il faut la manier avec précaution. Je vais juste prendre un exemple. L'affaire Mila, c'est un scandale sans nom. Au départ,
Je rappelle ce que c'est que cette affaire. Je rappelle ce que c'est que cette histoire. C'est une jeune fille qui est sur les réseaux, qui est une espèce d'influenceuse, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, et qui est prise à partie, draguée lourdement, etc., et insultée, traitée de pute parce qu'elle ne donne pas son 06, comme ils disent, hein, et elle se met en colère, et elle, effectivement, prend à partie la religion de son harceleur. Immédiatement incendie sur les réseaux, des dizaines de milliers de plaintes, de menaces de mort. La malheureuse doit être exfiltrée de son lycée. Ses camarades de classe prennent parti contre elle. Elle cherche un autre établissement où elle va pouvoir atterrir. Tout l'enseignement public refuse. Elle est dans le privé. Elle est sous protection policière. Elle a dû déménager. Qu'est-ce qui s'est produit depuis ? Il y a eu 6 mises en examen, pas une condamnation. Attendez, c'est un scandale extraordinaire. C'est une jeune fille qui avait 16 ans au moment des faits. Hein. Elle a été victime de quelque chose de terrible. Elle risque sa vie encore aujourd'hui et aucune sanction, aucune mesure, aucune arrestation. Enfin, attendez, on vient aujourd'hui rouler des mécaniques. Monsieur Darmanin vient faire des effets de manche, vient multiplier les déclarations. On va en reparler probablement. Veut dissoudre ceci, ferme les mosquées. Mais attendez, si les magistrats, hein, et j'insiste sur le terme magistrat, avaient fait leur travail, aujourd'hui, la répression serait tombée lourdement sur les criminels qui ont harcelé cette jeune fille, qui l'ont menacée de mort et qui en ont fait une cible. Parce que c'est ça le problème, qui en ont fait une cible. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Comment peut-on tolérer une telle situation dans un pays comme la France ? Moi, je suis tout à fait désolé. Hein, nous avons eu à cette occasion la démonstration, hein, d'une impuissance organisée. Je pèse mes mots, organisée. Hein, donc, entendre dire aujourd'hui on va terroriser les terroristes, selon la vieille expression de Charles Pasqua, j'ai tendance à être extrêmement sceptique. Et c'est pour ça que j'insiste, hein, appliquons le droit tel qu'il est. Appliquons-le tel qu'il est, hein, au lieu de soit faire des rodomontades en disant qu'on va changer la loi, qu'il faut se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, etc., hein, soit en appelant aujourd'hui à une répression dont on sait qu'elle ne va pas tomber. Pas grand monde parle de Mila, hein. Donc, appliquons les textes avec fermeté, soyons répressifs pour ceux qui refusent de respecter la loi de la République. Là, je parle de ceux qui excitent, ceux qui activent tout ça, hein, et puis naturellement, soyons intraitables avec tous ceux qui sont passés à l'acte, hein, parce qu'il n'y a pas que des décapitations, il y a également tout un tas de comportements, et en particulier ceux que cette malheureuse Mila a subis. Parce que elle, c'est la double peine, hein. Non seulement elle a été victime de tout ça, mais en plus, aujourd'hui, elle est en danger. Moi, je veux pas vivre dans un pays où, sous prétexte on s'est emporté, sous prétexte qu'on a critiqué une religion, hein, on se retrouve hors de la société, hein, et d'une certaine façon hors du temps quand on a 16 ou 17 ans. Tout ça, ça n'est pas acceptable. Alors, je vois bien aussi la duplicité politique autour de ça. Alors là, on a des surenchères, on a des gens qui étaient jusqu'à présent extrêmement discrets, qui viennent vous dire oui, mais on va y aller, il faut être intraitable. Et puis, on en voit d'autres qui sont mandatés pour ça. Je vais parler 3 minutes d'Éric Dupond-Moretti, qui se moque du monde. Hein. Qu'est-ce qu'il est venu dire ? Il fait le good cop, lui. Hein. Le bad cop, c'est le méchant flic, c'est Darmanin, et lui, c'est le gentil. Ah oui, mais il faut respecter l'état de droit, c'est notre raison d'être, etc., etc. C'est très bien, moi, je suis tout à fait pour. Et qu'est-ce qu'il nous dit là ? Hein ? Oui, mais les réseaux, ça va pas, il faut réguler les réseaux. Rugy fait pareil, hein, c'est-à-dire que, sous prétexte de changer la loi, on pointe ce qui n'est pas un problème. Hein. Ce qui se passe sur les réseaux n'a pas créé la tragédie de Conflans. C'est un certain nombre de gens qui ont manipulé, qui ont eu des rapports. J'apprends que le père de famille, hein, qui a monté toute cette opération, parce que c'est quelque chose de construit, il faut être clair, hein, eh bien, il a eu plusieurs contacts avec l'assassin. Donc, venir aujourd'hui profiter de l'occasion pour nous fourguer, je pèse mes mots, le retour de la loi Avia montre bien, hein, les arrière-pensées de ces gens.
Ils s'en moquent un peu du fonctionnement des réseaux, et jusqu'à présent, l'affaire Mila en est une splendide démonstration, mais ce qu'ils veulent, c'est, il faudrait modifier la Constitution, nous dit Christophe Barbier, ils veulent instaurer de nouveau une censure contre les opposants à Emmanuel Macron. Profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. C'est ça l'objectif. Je rappelle quand même que l'exposé des motifs de la loi Avia, déposé par Madame Avia, alors c'était une proposition de loi parce que le gouvernement et Emmanuel Macron n'ont pas voulu être à l'origine d'un texte à ce point liberticide. Donc il a été rédigé, je suppose, par des services, et puis on a demandé à Madame Avia d'en être le rapporteur et de le déposer elle-même, de faire sa proposition de loi, par opposition au projet qui émane du gouvernement. Eh bien, dans l'exposé des motifs, il s'agissait de lutter contre l'islamophobie. Voyons. Donc, on est en train de nous prendre pour des imbéciles et on va essayer de nous fourguer un nouveau texte liberticide. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut modifier le droit? Je dis non, utilisons aujourd'hui toutes les armes à notre disposition, puis on parlera peut-être de quelques-unes, à partir d'exemples précis, et soyons, en ce qui concerne ces libertés publiques fondamentales, essayons de les protéger plutôt que de les mettre en cause pour des raisons politiques. Regardez, c'est quand même extraordinaire. On a les patrons des GAFA, enfin des grands réseaux qui ont été convoqués. Ah, formidable. Donc ces gens dont on passe son temps à dire qu'ils sont trop puissants, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le moyen de la censure, c'est-à-dire que ce sont des organismes privés et qui sont d'une puissance déjà extraordinaire, mais on trouve que c'est pas suffisant. Donc on leur dit bon, écoutez, il va falloir que vous censuriez vos réseaux. Ils ont une forme de monopole parce qu'ils sont bons, parce que techniquement ils ont eu les bonnes idées, etc. Et puis qu'ils sont fort riches. Et ben le gouvernement français, plutôt que de les encadrer, de leur faire payer des impôts au travers de l'Europe, tout le monde connaît ces questions, on leur dit, attendez, on va vous déléguer, à vous, organismes privés, on va vous déléguer la censure de la liberté d'expression. Cette duplicité-là, elle est quand même tout à fait insupportable, et puis elle jette sur cette volonté affirmée aujourd'hui, elle jette une lumière un peu étrange, qui peut amener à un certain scepticisme. Écoutez, moi, techniquement, je sais pas. Je sais que le CCIF est une officine qui viole la loi française tous les jours, rien que dans son intitulé. Comité pour lutter contre l'islamophobie. Mais attendez, l'islamophobie est une liberté publique fondamentale. Ne pas aimer telle ou telle religion est une liberté publique fondamentale. Je le répète, c'est pas seulement la possibilité de blasphémer, j'ai le droit de détester dans ma tête, j'ai le droit dans l'expression de dire que je n'aime pas les religions. Et qu'est-ce que fait le CCIF? Il essaye de l'assimiler au racisme. Je suis désolé, voilà une structure qui, par définition, considère qu'elle peut violer la loi française en disant qu'elle va lutter contre une liberté fondamentale. Alors, le problème du CCIF, c'est qu'il y a eu une complaisance totale. Je rappelle la grande manifestation du 10 novembre 2019 où toute la gauche était là. Enfin, la gauche, je mets des guillemets, quand je vois ma pauvre CGT représentée par son secrétaire général, etc. Ils étaient derrière le CCIF, dans une foule qui scandait Allah Akbar. Bravo, bravo. Alors oui, il fallait protester contre, effectivement, l'islamophobie d'ailleurs. Donc, ils se sont totalement déshonorés et il fallait pas qu'ils soient surpris lorsqu'ils sont allés manifester place de la République de se faire huer. Bon, je reviens au CCIF. On peut dissoudre, depuis quand d'ailleurs, des organes dont on considère qu'ils portent atteinte à l'ordre public? Depuis les décrets de 1936 qui ont été adoptés par le gouvernement de Front Populaire pour lutter contre les ligues factieuses, les ligues fascisantes qui s'étaient manifestées en février 1934. Donc, c'est fréquent, ça arrive régulièrement. Et donc, pour ça, il faut avoir des motifs. Des motifs en considérant que, effectivement, un certain nombre de comportements ont été illégaux, un certain nombre d'autres considérations constituent des troubles à l'ordre public, et donc on
dissout. Cette dissolution, elle se fait sous le contrôle du juge. Alors on verra ce que racontent les tribunaux administratifs, la juridiction administrative, si après cette dissolution, ils sont saisis. Mais je veux dire, là, on a un cadre juridique. On est dans le fonctionnement normal de l'état de droit. Alors après, il y a une question d'opportunité. Moi, quand je sais que le CCIF est effectivement une officine très particulière, communautariste, profondément communautariste, et qui, j'insiste, rien que dans son intitulé, annonce qu'il va lutter contre une liberté fondamentale. Donc, il est quand même, cet organisme, subventionné facilement par des collectivités locales, par des organismes publics. On les inscrit dans des institutions où ils participent, ils organisent des colloques, etc. Et je pense qu'ils jouent un rôle extraordinairement néfaste qui trouble l'ordre public, et on ne va pas dire que ce sont eux qui ont armé le bras de l'assassin, mais ils créent une situation, avec cette victimisation permanente, ils créent une situation qui permet ce genre de choses. Donc se pose la question de savoir si les laisser poursuivre cette activité est quelque chose d'acceptable. Alors après, ça peut provoquer des effets contraires, évidemment. Bon, en tout cas, est-ce que on peut juridiquement absolument? Est-ce que les motifs existent? Je dis oui. Est-ce que c'est une bonne mesure maintenant à ce stade? Je veux dire, l'avenir nous le dira. C'est comme la fermeture de la mosquée de Pantin. Elle est juridiquement possible. Le problème, c'est que venant après un laxisme de 30 ans, oui, effectivement, on peut s'interroger sur les conséquences et sur ce que ça va donner comme argumentation à ces mauvais génies de la communauté musulmane. J'utilise le terme communauté parce que, bon, communauté chrétienne, communauté juive, ça existe, c'est pas, ils sont tous citoyens français, enfin, ceux qui sont français, mais ils sont de confession musulmane. Cette mesure sera peut-être de nature à les victimiser et à en radicaliser certains, pas pour passer à l'acte, mais à se rapprocher des frères musulmans, du salafisme, etc. C'est-à-dire que dans les mesures qu'on nous propose aujourd'hui, outre effectivement qu'il faut qu'elles soient dans les clous du juridique, et j'insiste, je me répète, c'est pas nécessaire de mettre en place maintenant un arsenal spécifique et particulier qui lui courrait le risque d'être liberticide d'ailleurs pour tout le monde, mais faut pas s'imaginer que d'un coup de baguette magique, il va être facile de réparer 30 ans de gabegie de ce point de vue. Et ça, malheureusement, l'avenir nous dira si ces mesures dont beaucoup, Gérald Darmanin donne des coups de menton, je veux dire multiplie les interventions, les paroles heureuses ou malheureuses. Il a dit qu'il était choqué quand il rentrait dans un supermarché de voir des rayons de nourriture étrangère. Je me rappelle plus exactement de la formule. Alors il se fait hacher sur les réseaux, ce que je trouve très sain, où on lui demande est-ce que ça veut dire que on pourra plus acheter de nem, de sushi et autres couscous. Enfin voilà. Donc il y a une part d'attitude politicienne qui est quand même le fruit d'une forme d'inquiétude et de panique dans une période électorale qui s'ouvre. Si vous voulez, la nomination de Darmanin, comme celle d'Éric Dupond-Moretti, par Emmanuel Macron, c'est un calcul politique et directement politicien. Et d'ailleurs, Darmanin remplit bien l'office qui lui a été confié. Emmanuel Macron a voulu, entre guillemets, droitiser son discours, faire croire qu'il droitisait sa ligne. Ces deux personnes sont d'abord là pour faire de la communication. Les déclarations, je crois, à 3 reprises
de Jean-Luc Mélenchon tombe sous le coup de la loi. Hein. Donc, il a qualifié une communauté dans son entier, etc. Hein. J'ai constaté que monsieur le procureur était moins rapide à se préoccuper de ce genre de choses qu'après le texte que je n'avais pas aimé du tout d'ailleurs de Valeurs Actuelles sur Obono, où les déclarations que personnellement je condamnais dans le cadre d'un débat normal d'Éric Zemmour sur les mineurs non accompagnés. Là, il stigmatise nommément une communauté définie. Il n'a pas dit « des Tchétchènes posent problème », il a dit « les Tchétchènes posent problème ». Bah, écoutez, on va enlever le mot Tchétchène, mais on va en mettre un autre. Les Juifs posent problème. Ah bon? Je suis désolé. L'infraction, elle est constituée. Alors, je souhaite pas qu'on le poursuive parce que il pataugeait un peu, parce qu'ils sont quand même très très gênés. Ils ont pris une espèce de virage, quoi qu'ils le contestent, un espèce de virage indigéniste depuis quelque temps. Et là, hop, ils se retrouvent. Ils ont été avec Assa Traoré, ils ont à la manifestation, ils s'étaient mis à genoux sur la place de la République, etc., etc. Hein, ils ont multiplié les surenchères. Les parlementaires qu'on voit le plus sont, comme par hasard, les pires, Coquerel et Obono, les plus communautaristes, hein, et donc ils se retrouvent avec ça qui leur saute à la figure, sachant quand même que sociologiquement, le socle de la France insoumise, c'est quand même le monde enseignant. Hein. Donc le pauvre Jean-Luc Mélenchon, il a dit une énormité. Pour après un peu battre en retraite, bien évidemment, toute procédure serait inutile. Mais lorsqu'on entend Éric Zemmour venir dire « Mais attendez, c'est curieux, parce que moi, le lendemain, il y avait une enquête, et puis là, il n'y en a pas. Hein. » Alors bon, je sais qu'il va se trouver des gens pour dire c'est moins grave pour l'un, c'est plus grave pour l'autre, etc. Ça, c'est pas des débats intéressants. Revenons au droit. Oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a commis une infraction. Je souhaite qu'elle ne soit ni poursuivie ni sanctionnée. C'est le débat, c'était l'émotion, etc. Hein, tout ça n'aurait vraiment aucun intérêt, si ce n'est que de faire des petites vendettas. Alors, sur la question de celui qui dit c'est le droit de tuer, c'est le droit d'exécuter. Alors, première observation, c'est que effectivement, c'est destiné à provoquer. Hein, j'ai bien vu les réactions après cet article, oui, je l'ai vu passer à plusieurs reprises. C'est que les gens disent, et puis quoi encore, quoi. Je veux dire, on ne va pas prendre de gants, etc. Il y a une espèce de réflexe, loi du talion, etc. Puis c'est tellement abominable. Si vous voulez, le gars, il met sa photo. C'était comme Mera, qui, quand il a pris la jeune Sonego, qui l'a pris par les cheveux et qui l'a exécuté à bout touchant, elle avait 8 ans, hein, et qu'il s'est filmé avec une GoPro, puis que la vidéo s'est baladée. Quand on sait qu'il a été farci de plomb, on va pas pleurer, franchement. Faut être clair. Enfin, écoutez, on a une sensibilité, on a des pulsions, elles existent, il faut les contrôler, hein, mais quand même. Bon, donc il y a cette première provocation-là. Mais il y en a une autre. Parce que moi, j'ai regardé la vidéo d'un voisin. On entend distinctement les flics, les policiers, hein, dire il est armé, lui dire de se coucher, de lâcher ses armes. Il a une arme qui se révélera factice. Les policiers ne le savent pas. Et on les entend dire il tire, parce que le gars est en train de s'en servir. Donc, effectivement, ils l'ont abattu. Très bien. Bon, venir dire aujourd'hui, j'ai vu qu'un monsieur Cespedes disait mais pourquoi ils n'ont pas tiré dans les jambes? Vas-y mon gars, enrôle-toi dans la police, puis va au contact, tu vas voir ce que c'est. Le problème, c'est que c'est un mensonge, manifestement. Ou en tout cas, il n'a aucun élément lui permettant de dire ce qu'il dit. C'est donc une vraie fake news. La loi, il y a 2 voies pour le sanctionner. Hein, la loi de 1881 sur le fait de propager des fausses nouvelles dans le but d'exciter, de provoquer l'émotion publique. Et deuxièmement,
cette présentation qui ne repose sur aucun élément concret que la vision des choses de ce monsieur, elle est destinée à quoi? À exciter les jeunes musulmans, qui sont déjà fragilisés, qui sont déjà en mal d'identité, en leur disant, bah oui, vous avez vu, on a le droit de vous exécuter. Les policiers ont le droit de vie et de mort. Parce que, rappelez-vous quand même, l'affaire Traoré, qu'est-ce qu'on a entendu, relayé par un certain nombre d'intellectuels français, disant, et puis comment est-ce qu'elle s'appelle, cette Camélia Jordana, venant dire, c'est un grand massacre de Maghrébins et de Noirs. Mais attendez, il n'y a jamais eu aussi peu de bavures dans ce pays depuis fort longtemps. Je veux dire, il y a très peu de bavures. Dès qu'il y en a une, ça peut arriver. C'est immédiatement un scandale national. Rappelez-vous l'affaire Théo, dont on a appris par la suite qu'il y avait eu effectivement des brutalités policières, mais pas les violences qu'on nous a présentées. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Président de la République, François Hollande, s'est précipité au chevet de cette personne. Il n'avait pas eu ce réflexe pour les 2 policiers brûlés dans leur voiture à coups de cocktail Molotov à Viry-Châtillon. Non, là, c'était pas la peine. Donc, il y a eu une manifestation, il y a eu quelque chose de très important. Donc, cette idée, je suis pas spécialement, tendre avec la police. En particulier, les violences qu'ont subi les mouvements sociaux, gilets jaunes et lutte contre les retraites, je trouve que leur comportement a été effectivement tout à fait critiquable et qu'ils devront d'une certaine façon reconquérir la confiance du pays parce que là, ils ont manqué à leur devoir. Mais pour autant, ils font quand même leur boulot et en la circonstance, cette imputation qui leur est faite, et alors déjà, je vous l'ai dit, scandaleuse, parce qu'elle est de nature à exciter les jeunes, elle vise à leur faire croire qu'ils sont les victimes, comme dit Camélia Jordana, de massacre. Eh bien, je suis tout à fait désolé, vous avez tout ce qui relève de l'incitation, qui pourrait être engagée, des procédures. Vous savez, la procédure pénale, c'est moins le résultat final que la mise en cause qui est importante. Si vous commettez des actes qui sont de nature à recevoir des qualifications pénales, ben vous avez la machine qui va se mettre en route. Le Moloch va se mettre en route et vous allez voir, c'est pas drôle. J'imagine que les collégiens qui ont été désinvoltes, qui ont propagé ceux de Conflans, qui ont propagé un certain nombre de choses et qui ont commis pour certains des actes qui méritent d'être éclaircis. Je pense à celui qui a accepté de l'argent pour désigner la victime. 96 heures de garde à vue, c'est dur. Je vais vous dire, c'est très dur. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus citoyen d'un pays libre. 96 heures à voir les policiers se relayer, les interrogatoires, si on revient, etc. Ça n'a pas dû être très, très, très intéressant. Mais je suis désolé. Ceux qui doivent être condamnés le seront, ceux qui doivent être relaxés le seront, mais il était indispensable que la justice s'en empare. Donc ce monsieur qui s'est permis de propager une fausse nouvelle, qui s'est permis, volontairement j'en suis sûr, d'exciter les jeunes et de leur faire croire qu'ils étaient des cibles naturelles pour une police qui avait le droit de les exécuter parce qu'ils étaient arabes, moi je suis tout à fait désolé, cette personne-là devrait être poursuivie. Et c'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Parce que, si vous voulez, vous dites ce que vous voulez, contrôle a posteriori, et si, effectivement, vous rentrez dans le cadre de la loi, des limites à la liberté d'expression, eh ben les juges doivent s'en emparer, vous sanctionner. Cette désinvolture dans l'utilisation de la liberté d'expression ne doit pas être acceptée. Surtout que on sait parfaitement que ce sont ceux-là, avec M. Laganerie, avec certains journalistes du service public, considèrent que ceux qui ne pensent pas comme eux doivent être censurés, n'ont pas droit à la parole. Fabuleux, M. Laganerie. Je ne sais pas si c'est exprimé à l'occasion de la tragédie de Conflans-Sainte-Honorine, mais effectivement, eux auraient le droit de venir mentir à propos de cette exécution, mais les autres, ceux qui ne sont pas de leur avis, devraient être censurés. Il y a une forme de parole qui se libère.
il y a des paroles fort laides qui se libèrent. Ça, c'est clair. Hein. Il y a l'expression d'un racisme anti-arabe tout à fait incontestable. Il y a des choses dangereuses. Mais je dis que la résilience du peuple français est quand même importante. Je pense qu'il y a des maîtrises qui sont tout à fait, qui sont souhaitables et que le peuple français en dispose, parce que jusqu'à présent, il y a eu, malgré un bilan depuis 5 ans considérable, il y a un bilan considérable, malgré tout ça, il n'y a pas eu de réaction. Et c'est pour ça, celui qui vient dire aujourd'hui aux jeunes musulmans, les policiers ont désormais droit de vie et de mort sur vous, sont des bouts de feu, et qu'il est nécessaire de les poursuivre. Comment je pourrais, sans être, brutal, m'exprimer? On fait un procès de 2 mois. Témoignages, etc. On le filme, on dit « il faudra le présenter dans les classes, etc. » Et une fois de plus, on demande à la justice de poursuivre des objectifs qui ne sont pas les siens. C'est une cérémonie expiatoire. Voilà un procès, instruction, les choses étaient claires, une cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats, pour éviter que les malheureux jurés soient sous la pression et se retrouvent dans la même situation que Mila, et on prend une décision. C'était 15 jours de débat. Là, on fait plus de 2 mois, et effectivement, je ne vais pas dire que c'est à cause de ça qu'il y a eu les 2 attentats que nous avons connus, mais voilà, cérémonie expiatoire, faut qu'on puisse faire le deuil, etc. Non, la justice, elle est là pour traiter des faits, établir une vérité judiciaire, et si des infractions ont été commises prévues dans le code pénal, elle les sanctionne. C'est tout, c'est énorme. Mais c'est tout. Donc moi, je n'aime pas du tout on dévie la justice de sa mission, et de la poursuite des objectifs qui sont les siens. Ce procès de Charlie Hebdo est trop long. Il est, si vous voulez, et je pense qu'on n'en a pas besoin pour savoir qu'on est confronté à un problème tout à fait spécifique, qui est celui de la montée de l'islamisme radical dans un contexte d'immigration important. C'est-à-dire que la clé de tout ça, c'est quand même qu'on a l'arrivée, tous les ans d'ailleurs, d'une immigration importante, et cette immigration arrive dans un pays où n'existent plus les éléments permettant de les intégrer et de les assimiler. C'est-à-dire que ces gens arrivent, s'installent en communauté, y compris géographiquement, et viennent avec tout leur bagage culturel, tout leur bagage religieux, qui se heurtent à ceux des personnes qui résident déjà là. Alors, il y a plein de gens qui s'assimilent, plein de gens en gardant leur religion, bien évidemment, et chez eux en gardant certaines habitudes, certaines fêtes et tout. Je suis né au Maghreb, et donc j'ai vécu dans cette culture en partie. Ça peut parfaitement et très bien se passer. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a un bloc communautaire très important, et qui n'a plus les moyens aujourd'hui de s'intégrer et même de le souhaiter. C'est-à-dire, ils sont pas méchants, mais ils ont leur capital culturel, et ils sont heurtés par ce qu'ils trouvent ici et par notre propre rapport à la religion. Si vous voulez, je vais exprimer quelque chose par rapport à la religion chrétienne. La religion chrétienne a été une religion d'État. Elle a été, du temps de la monarchie, effectivement directement liée au pouvoir politique. Ça a changé. Au XIXe siècle, elle avait encore l'éducation, etc. J'utilise une expression populaire. Il a fallu la renvoyer dans ses buts. Il a fallu la mettre dans son espace spirituel, et que l'espace temporel soit neutre. Bien, j'ai envie de dire, écoutez, ça a été un effort. On y est parvenu. C'est pas pour qu'une autre religion qui présente le défaut juridique d'être à la fois
une religion spirituelle, mais une religion temporelle aussi, c'est aussi un code civil, hein, c'est comme ça, c'est légitime, hein, c'est leur problème. Mais la difficulté, c'est que ça veut s'inscrire et conserver toutes ses prérogatives dans un contexte culturel antérieur, hein, et puissant par conséquent, qui est complètement différent. Donc, l'islamisme radical, le terrorisme sont l'expression pathologique de cette contradiction. Et c'est cette contradiction-là qu'il faut résoudre.